et Michael Walkolds ont tous deux disparu en 2003. Tous deux à Tampa, en Floride. Tous deux issus du cœur de la vibrante communauté LGBTQ+ de la ville. Je crois que nous avons juste appelé son visage, car il ne semblait pas être le même. Il n'y avait rien derrière ses yeux. Ils étaient sombres. Son visage était déformé, ce qui m'a encore plus paniqué. Mais ce qui s'est passé ensuite était bien pire que ce que quiconque aurait pu imaginer. Ce n'était pas de simples disparitions, c'étaient des meurtres brutaux, innommables, qui ont choqué et terrorisé toute la communauté LGBTQ+. Je n'ai même pas de tombe, de corps ou de pierre tombale. J'ai le dépotoir de la ville où mon fils a été retrouvé, réduit en charpie dans la terre. L'homme derrière ces actes tordus est devenu un cauchemar vivant. Son nom, à jamais lié à l'horreur. Pour moi, la justice, ce sera de découvrir ce qui est arrivé à ces autres hommes. Je veux que cet homme soit condamné à mort, rien de moins. Alors, qui était ce monstre et comment a-t-il échappé à la justice si longtemps? Restez avec nous, alors que nous plongeons dans la sombre vérité derrière ces crimes atroces. Et croyez-moi quand je dis que c'est le genre d'affaire qui vous entra pendant des jours, vous faisant vous demander comment quelqu'un peut être aussi cruel, aussi insensible, pour ôter des vies d'une manière si tordue et inimaginable. Pour comprendre comment les choses ont si mal tourné, commençons par faire connaissance avec Scott, un autre homme au centre de cette affaire. C'était en octobre 2003, lorsque Scott a pris la décision audacieuse de quitter Chicago pour commencer un nouveau chapitre à Orlando, en Floride. À cette époque, il venait d'avoir 38 ans et était en train de suivre une formation pour devenir entraîneur personnel. À l'extérieur, on aurait dit que Scott se concentrait simplement sur sa carrière et un nouveau départ. Mais personne ne savait qu'il y avait bien plus en lui qu'il n'y paraissait. Scott n'était pas du genre à chercher l'attention ou à se faire remarquer. En fait, il gardait un profil plutôt discret, évitant les projecteurs. Mais il y avait un côté de Scott qu'il cachait à ceux qui l'entouraient. Vous voyez, Scott était un membre actif d'une plateforme en ligne réservée aux hommes gays, où il se faisait appeler Maître Scott. C'est sur cette plateforme qu'il a rencontré un autre utilisateur, connu sous le pseudonyme Dumb Dude for Sub, un natif de Floride qui n'était pas trop loin de l'endroit où Scott venait de s'installer. Le fait qu'ils soient désormais plus proches géographiquement rendait leurs interactions encore plus pratiques. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne commencent à discuter plus fréquemment. Ce qui semblait au départ être une simple connexion autour d'intérêts communs a vite révélé un côté plus sombre et complexe. Scott et Dumb Dude for Sub ont rapidement découvert qu'ils partageaient une fascination pour le BDSM, en particulier la dynamique dominant-soumis. Ils étaient tous deux intrigués par l'idée de pouvoir, de contrôle et des éléments psychologiques qui accompagnaient une telle relation. Mais leurs discussions, qui avaient commencé comme des conversations anodines sur des fantasmes, ont rapidement dégénéré en quelque chose de bien plus dangereux. À mesure qu'ils continuaient à parler, les choses devenaient de plus en plus inquiétantes et dangereuses. Ils ont commencé à parler d'enlever des hommes, de les garder comme esclaves, de les torturer et peut-être même de les vendre. Dans leurs échanges, ils avaient même l'endroit parfait pour cacher quelqu'un. Un petit appartement discret à Seminole Heights. C'était calme, à l'écart, et personne n'entendrait rien. Ils ont même prévu de faire un essai, juste pour voir comment ça se passerait. Mais ce n'était pas tout. Ils ont aussi parlé d'utiliser du GHB, une drogue qui fait perdre connaissance et tout oublier. Cela rendrait leurs victimes totalement impuissantes, incapables de se défendre ou même de se souvenir de ce qui leur était arrivé. Et leurs discussions sont devenues encore pires. Ils ont dit qu'ils travaillaient bien ensemble et pourraient recommencer. Ensuite, ils ont commencé à planifier l'avenir.
Ils ont parlé d'acheter un terrain bon marché, loin de la ville. Un endroit où ils pourraient emmener des gens sans que personne ne le remarque. Dumb Dude for Sub a même suggéré de chercher à l'est de Tampa, près de l'Interstate 4. Il a dit qu'il serait facile de trouver un endroit là-bas où les cris ne seraient pas entendus. Ainsi, en décembre 2003, Scott a décidé de passer à l'étape suivante et de rencontrer Dumb Dude for Sub en personne. Il s'est rendu à Tampa, excité à l'idée de concrétiser leur connexion en ligne dans le monde réel. Et en personne, cet homme était Steven Lorenzo, un peu plus âgé que Scott et avec plus d'expérience dans le monde qu'il partageait. Steven, né le 27 mai 1961, avait eu un début de vie sans prétention, qui aurait pu appartenir à n'importe qui. Il avait grandi dans une famille américaine typique, et de l'extérieur, tout semblait normal. Son enfance était calme, sans aucun signe de la notoriété future. Pour ceux qui le connaissaient à l'époque, Steven n'était qu'un gars du quartier, discret, réservé, et se fondant dans le décor. Mais s'il y a une chose que nous savons, c'est que les personnes les plus discrètes cachent parfois les secrets les plus sombres. Finalement, Steven s'est installé à Tampa, en Floride, espérant mener une vie paisible. Il dirigeait une petite entreprise de nettoyage qui lui permettait de bien gagner sa vie et le tenait occupé. Pour ses clients, il était le type sympathique qui venait nettoyer leurs tapis ou leurs meubles. Il était poli, professionnel et sans prétention, sans aucune raison de suspecter quoi que ce soit au-delà des apparences. Mais, comme Scott l'a réalisé plus tard, alors que Scott avait des fantasmes, Steven avait le genre d'expérience réelle qui allait entraîner Scott dans un monde bien plus sombre qu'il ne l'avait jamais imaginé. Car avant même que Scott ne se rende à Tampa, Steven avait déjà été en contact avec un autre homme en ligne, organisant une rencontre où tous trois allaient participer à un jeu de rôle dominant-soumis. Le troisième homme, identifié uniquement comme OR par la police, jouerait le soumis, avec Steven et Scott assumant les rôles dominants. Et lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, cela s'est passé dans un parking, où les trois ont brièvement échangé quelques mots à travers les vitres de leur voiture pendant environ 5 minutes, avant de se rendre chez Steven. Il n'y avait aucun signe de drogue ou d'activité illicite, aurait été entièrement consentant pour participer. Une fois arrivé chez Steven, Hauer a été attaché à un lit avec des sangles en cuir, et la séance a commencé. L'expérience a duré un certain temps, mais vers la fin, Hauer a commencé à se sentir mal à l'aise et a demandé qu'ils arrêtent. Plus tard, Hauer raconterait à la police qu'il avait été agressé, affirmant qu'une tige avait été insérée dans son corps et qu'il avait été violé pendant que Steven essayait de le calmer avec des techniques apaisantes. Cependant, selon Scott, Hauer n'a mentionné aucune agression pendant la séance. En fait, Scott et Steven se sont séparés sans avoir le sentiment d'avoir franchi une quelconque limite. Le lendemain matin, Scott est parti et est retourné à Orlando. Puis, dans l'après-midi du vendredi 19 décembre 2003, Scott est retourné à Tampa. Il a retrouvé Steven, et les deux ont passé un peu de temps à traîner en ville avant de sortir boire un verre. Vers 21h30, ils sont allés dans un bar local pour prendre un verre, puis se sont rendus au 2606 Club, l'un des clubs gays les plus en vue à Tampa à l'époque, où leur soirée allait prendre un tournant inattendu. Scott et Lorenzo avaient initialement prévu d'attirer quelqu'un d'autre chez Lorenzo avec la promesse d'un travail. En fait, Scott avait quelqu'un en tête, mais cette personne a cessé de répondre aux appels et aux emails. C'est alors que Lorenzo a présenté à Scott une personne nouvelle, quelqu'un qui allait bientôt devenir une partie intégrante des événements glaçants qui allaient suivre. Cet homme s'appelait Jason Gelhaus. À l'époque, Jason avait 26 ans et venait de déménager à Tampa depuis Sarasota, espérant construire une nouvelle vie.
Il travaillait comme fleuriste et envisageait de poursuivre une carrière en design d'intérieur, suivant des cours universitaires pour se préparer. Jason était décrit par ceux qui le connaissaient comme un jeune homme extraverti et charismatique. Il restait en contact avec sa famille, en particulier sa mère, et était connu pour sa personnalité enjouée. Jason ne savait pas que cette nuit marquerait le début de sa fin tragique. Comme mentionné plus tôt, Lorenzo a présenté Jason à Scott avec l'intention de l'introduire dans leur monde, celui qu'ils exploraient en ligne. BDSM. Jason, cependant, ne connaissait pas toute l'ampleur de ce dans quoi il s'engageait. Ils n'ont pas perdu de temps, et bientôt Jason, Scott et Lorenzo se sont retrouvés chez Lorenzo. Un cadre apparemment ordinaire, qui allait rapidement se transformer en scène de cauchemar. Alors qu'ils s'installaient tous, Lorenzo s'est excusé pour aller aux toilettes. Pendant son absence, Jason et Scott ont partagé quelques moments intimes dans le salon. Cela semblait assez innocent au début, mais tout allait changer lorsque Lorenzo reviendrait. Selon Scott, il s'est absenté pour utiliser la salle de bain pendant un moment, mais lorsqu'il est revenu, Lorenzo tenait Jason dans une prise d'étranglement. À ce moment-là, Jason se débattait, ses jambes s'agitant dans la panique, essayant désespérément de se libérer de l'emprise de Lorenzo. Lorenzo, calme et méthodique, a demandé à Scott de l'aider à maintenir Jason. Scott, sous le choc, a suivi les instructions de Lorenzo. Ensemble, ils ont immobilisé Jason, et après ce qui semblait une éternité, les coups de pied ont cessé, et Jason était désormais mort. Mais, selon Lorenzo, voici comment cela s'est passé. Mais Schweiker voulait qu'une vidéo soit réalisée de lui en tant que maître, et je filmais pendant que je faisais cela. M. Schweiker s'est emporté. Il a perdu le contrôle. Il avait déjà fait cela une fois auparavant, lors d'une rencontre en groupe que nous avions faite ensemble, et ça avait terrifié l'autre gars. Mais quoi qu'il en soit, il a perdu le contrôle. Le jeune a commencé à crier et à s'énerver. Nous faisions la vidéo, nous lui avons mis un masque à gaz parce qu'il ne voulait pas être identifié pendant qu'il était filmé. C'est pourquoi le masque à gaz a été utilisé. Nous avons réalisé que le jeune allait probablement appeler la police contre nous tous. Alors nous avons eu une discussion, et nous avons dit « Ce jeune ne peut pas partir ». Mais quelle que soit la vérité sur cette nuit, cela ne changeait rien au fait qu'ils ont démembré le corps de Jason, à l'aide d'outils électriques, plus précisément une scie Sawzall, une scie électrique de qualité industrielle. Les deux hommes se sont mis au travail. Le bruit strident et grinçant de la scie, coupant à travers la chair et les os, résonnait dans le garage. Une bande-son glaçante pour la brutalité de ce qu'ils faisaient. Ils ont sectionné les membres de Jason, détaché sa tête et découpé son corps en morceaux assez petits pour être cachés. Chaque partie de lui était mutilée, chaque morceau découpé avec une précision horrifiante. Après avoir fini avec Jason Galehouse, ils n'ont pas paniqué. Ils n'ont pas agi comme des gens qui venaient de faire quelque chose d'horrible. Au lieu de cela, ils ont calmement mis ces parties du corps dans 6 sacs poubelles séparés, chacun contenant un morceau de lui. Mais ceux-ci n'étaient pas soigneusement cachés ou enterrés. Non. Ils les ont dispersés à travers Tampa comme si de rien n'était, les jetant dans des bennes à ordures au hasard, comme si Jason n'avait jamais compté. Et la partie la plus effrayante. Avant même de commencer à découper le corps, ils sont sortis prendre un petit déjeuner tôt comme si c'était une journée tout à fait normale. Et lorsqu'ils sont finalement rentrés chez eux, Lorenzo a fait une sieste tranquillement, pendant que Scott restait éveillé, buvant de la bière, hanté et sans sommeil. Mais pour Lorenzo, une nuit d'horreur ne suffisait pas. Il voulait recommencer. Dès le lendemain soir, lui et Scott étaient de retour au 2606 Club. C'est là qu'ils ont rencontré Michael Wacholz,
un serveur de 27 ans qui venait de déménager à Tampa depuis Tarpon Springs. Michael était amical mais discret. Il venait de reprendre contact avec sa mère et essayait de reconstruire sa vie. Malheureusement, il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait lorsqu'il a accepté de faire la fête avec les deux hommes. Chez Lorenzo, le scénario a recommencé. Scott a distrait Michael dans la cuisine pendant que Lorenzo mélangeait du GHB dans son verre. Mais cette fois, les choses ne se sont pas passées aussi facilement. Michael n'a pas perdu connaissance tout de suite. Au contraire, quelques instants plus tard, Scott a entendu Lorenzo crier depuis le salon. Il s'est précipité et a trouvé Michael se débattant sous Lorenzo, criant « Ce n'est pas consensuel ». Michael se battait de toutes ses forces, mais il n'avait aucune chance. Scott a aidé à le maintenir, puis Lorenzo a sorti un spray chimique appelé Maximum Impact, du chlorure d'éthyle. C'est un inhalant toxique qui assomme rapidement les gens. Lorenzo a imbibé un mouchoir avec et l'a pressé contre le visage de Michael jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Avec Michael inconscient, ils l'ont déshabillé, attaché, et lui ont scotché la bouche pour qu'il ne puisse pas crier. Mais pendant l'attaque, quelque chose a mal tourné. Le corps de Michael a commencé à trembler de manière incontrôlable, puis s'est arrêté. Les drogues avaient eu un effet mortel. Cette fois, cependant, Scott a refusé d'aider à un autre démembrement. Peut-être que la culpabilité le rattrapait. Peut-être que le choc était trop fort. Quoi qu'il en soit, ils ont décidé de faire les choses différemment. Ils ont enveloppé le corps de Michael dans un drap, rassemblé ses affaires et tout mis dans des sacs poubelles. Puis, ils ont chargé le tout dans la Jeep de Michael, portant des gants pour éviter de laisser des empreintes. Après les empreintes, ils ont conduit la Jeep jusqu'à un complexe d'appartements, l'ont garé, et sont partis dans la nuit comme si de rien n'était. Pas de panique, pas de regret. Lorenzo, en fait, semblait fier. C'est alors que Scott a compris. Lorenzo avait déjà fait cela auparavant. Dans une chronologie ultérieure, voici comment la procureure a ouvert ses déclarations, soulignant à quel point Steven et Scott étaient calculateurs dans leurs crimes. Violons le monde. Donnons vie à nos fantasmes. Je suis extrême, calculateur, et j'adore ça. Facile de les faire disparaître sans aucun lien avec nous. Plus facile de trouver un gars seul. Moins de connexion. Je fais une prise d'étranglement par derrière. Tu le maintiens, tu l'attaches, pour qu'il ne soit plus retrouvé. Ce sont des citations tirées d'America Online. Des messages instantanés entre Maître Scott, que nous savons maintenant être Scott Schweikert, et Dumb Dude, ou Sub, que nous savons maintenant être Steven Lorenzo. C'est à ce moment-là que la police a su qu'elle faisait face à quelqu'un de vraiment sinistre. Dans la vidéo de Steven souriant alors qu'il regardait pendant les déclarations de la procureure, c'était glaçant. Cela a envoyé un frisson glacial dans le dos de tout le monde. Un contraste saisissant avec l'horreur de ses actions. Et puis est venue l'attente atroce. Le 6 janvier 2004, 17 jours après que Michael Wachholz ait été abandonné dans son SUV par Stephen Lorenzo et Scott Schweikert, son corps a enfin été découvert. Il a été trouvé dans un complexe d'appartements à Tampa, laissé à pourrir dans le véhicule. L'odeur était insupportable. Les officiers sont arrivés pour trouver la scène marquée par les signes indéniables de la décomposition, rendant presque impossible de déterminer comment il était mort. Le sergent Junior Burton, chef de la division des homicides, du bureau du shérif du comté de Hillsborough, a expliqué que le temps perdu sous la chaleur du soleil de Floride avait volé des preuves précieuses. Au fil des jours, les souvenirs s'estompaient et même les plus petits détails s'échappaient, rendant l'enquête comme un puzzle impossible. Le bureau du médecin légiste, après avoir examiné les restes de Michael, a qualifié la cause de la mort d'indéterminée en raison de la décomposition sévère. Pour les enquêteurs, ce fut un coup déchirant.
Sans cause de décès claire, il n'avait aucune direction à suivre. Les rapports toxicologiques sont revenus non concluants, offrant peu ou pas d'éclaircissement. Et comme vous pouvez probablement l'imaginer, la justice n'est pas venue rapidement. Après que Jason Galehouse et Michael Wachholz ont été signalés disparus, la police a agi rapidement, car il s'avère qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir disparu. Entre décembre 2000 et aujourd'hui, le département de police de Tampa a initié 4 enquêtes sur des personnes disparues dans le comté de Hillsborough, en Floride. Le département de police de Clearwater a initié une enquête sur une personne disparue dans le comté de Pinellas, en Floride. Et le département de police de Fort Lauderdale a initié une enquête sur une personne disparue en 2004 et 2 enquêtes sur des personnes disparues en 1988 dans le comté de Broward, en Floride. Toutes les victimes ont été identifiées comme des hommes gays qui ont disparu des boîtes de nuit locales, et un seul corps a été retrouvé. Les officiers ont immédiatement commencé à poser des questions. Ils sont allés voir les familles, les amis, même les voisins des victimes, essayant de découvrir où les 2 jeunes hommes avaient été vus pour la dernière fois. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre, mais tout a changé le 2 novembre 2004, le jour où Stephen Lorenzo a finalement été arrêté. Mais ce moment n'est pas arrivé de nulle part. C'était le résultat de mois d'enquête ininterrompue. Le tournant s'est venu lorsqu'un ami de l'un des hommes disparus s'est présenté avec des informations cruciales. Il a dit à la police que son ami avait été vu pour la dernière fois avec Stephen Lorenzo et il ne s'est pas arrêté là. Il a donné aux détectives un compte-rendu complet du comportement étrange de Lorenzo cette nuit-là, de la façon dont il parlait, dont il agissait, et comment quelque chose ne semblait pas normal. Cela a donné aux détectives leur première véritable piste, un morceau du puzzle qui les a poussés à examiner Lorenzo de plus près. En creusant plus loin, un schéma sombre et terrifiant a commencé à émerger. Lorenzo n'était pas seulement lié à 1 ou 2 cas. Il était lié à plusieurs disparitions étranges. Et ce n'étaient pas des coïncidences. Il avait une méthode. Il attirait des jeunes hommes, généralement des hommes gays, avec des offres d'amitié, de drogue ou de fête. Parfois, il utilisait de l'argent pour gagner leur confiance. Mais une fois qu'il les avait isolés, tout changeait. Il les droguait, souvent avec de puissants sédatifs, puis les agressait. Au début, la police pensait qu'il s'agissait peut-être de cas isolés. Mais plus ils enquêtaient, plus ils réalisaient que Lorenzo s'en était tiré avec ce genre de comportement pendant des années. Il y avait des rapports de police plus anciens. Des survivants s'étaient manifestés par le passé. Certains d'entre eux avaient raconté aux officiers comment Lorenzo avait essayé de les droguer, ou comment il s'était réveillé après une nuit dont il ne se souvenait pas. Blessé, confus et terrifié. Un survivant a dit qu'il avait eu de la chance de s'échapper et que cette évasion lui avait probablement sauvé la vie. En fait, c'était une victime de Lorenzo en 2000. J'ai été confronté à ça. Y avait-il autre chose que vous pouviez ressentir parce que vous ne pouviez pas voir? Vous avez dit que vous aviez du ruban adhésif sur les yeux. Avez-vous ressenti autre chose concernant votre corps et la façon dont vous étiez positionné? Oui, j'avais les bras et les jambes attachés. J'étais aussi ligoté avec de la corde. Cette corde ou ce fil autour de votre cou était-il relié à autre chose? Mes organes génitaux. De vrais problèmes parce qu'ils ne ressemblaient pas à la même personne. Il n'y avait tout simplement rien là-dedans. Février 2000. Oui. Les preuves s'accumulaient rapidement. Avec de plus en plus de victimes qui se manifestaient et de nouveaux détails qui émergeaient, il était clair que Lorenzo avait caché son jeu en pleine lumière. Il avait construit un monde tordu sous les yeux de tous, un monde où de jeunes hommes disparaissaient et personne ne savait pourquoi. Avec tout cela qui se mettait enfin en place, les autorités ont agi.
Ce jour de novembre, Steven Lorenzo a été menotté. L'homme qui avait vécu une double vie pendant si longtemps était désormais exposé au monde. Mais même si l'arrestation a apporté un certain soulagement, ce n'était que le début. La justice n'était pas encore rendue. Finalement, la police a obtenu un mandat de perquisition pour la maison de Lorenzo, et ce qu'ils y ont trouvé était pire que ce que quiconque attendait. C'était comme entrer dans un cauchemar. Derrière les portes fermées, enfouis dans des tiroirs et des boîtes, se trouvaient les indices d'une vérité horrifiante. Les enquêteurs ont trouvé des photographies troublantes, des images de ces victimes qui étaient profondément personnelles et douloureuses à regarder. Ils ont également trouvé des objets qui appartenaient clairement aux hommes disparus, des portefeuilles, des vêtements, même des cartes d'identité personnelle. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il y avait aussi des outils, des objets utilisés pour maîtriser, contrôler et réduire ces victimes au silence. Des sangles, des seringues remplies de drogue et du matériel étrange que personne ne devrait jamais posséder. Ce n'étaient pas des objets au hasard. C'étaient des outils de torture, de contrôle et de mort. Quand ils ont finalement emmené Steven Lorenzo au poste pour l'interroger, tout le monde a remarqué à quel point il était étrangement calme. C'était le genre de calme qui ne semblait pas normal. Il n'y avait ni panique ni peur dans ses yeux. Il agissait comme s'il n'avait rien à cacher, comme s'il était juste un homme accusé à tort. Il a tout nié. Chaque accusation portée contre lui, il l'a balayée d'un revers de main. Mais les détectives n'y croyaient pas. Parce que la vérité, les preuves étaient accablantes. Elles s'empilaient, hautes et profondes. Il y avait des photographies, des drogues, des objets personnels qui appartenaient clairement aux victimes disparues. Et peut-être le plus puissant de tout, les témoignages déchirants de survivants qui avaient vécu des expériences terrifiantes. Et finalement, quelque chose a craqué. Lorenzo a avoué. Il a admis plusieurs meurtres. Il a décrit ce qu'il avait fait avec des détails glaçants. Mais même alors, il n'a pas dit toute la vérité. Il n'a pas dit combien de personnes il avait réellement tuées. Il n'a pas expliqué exactement ce qui était arrivé à toutes ses victimes. Il a gardé ses secrets, privant les familles qui avaient désespérément besoin de closure. L'un des plus grands chocs est survenu lorsque les enquêteurs ont découvert que Lorenzo avait drogué au moins 9 hommes, utilisant une combinaison de GHB et d'autres sédatifs pour les paralyser et les contrôler. Ce n'étaient pas des actes isolés, c'était un schéma calculé. Parmi ces 9 hommes se trouvaient Jason Galehouse et Michael Wachholz, 2 jeunes hommes dont les noms seraient à jamais liés à ce cauchemar. Tous 2 ont été attirés, drogués et tués, et malheureusement, ils n'étaient que les cas confirmés. Les autorités pensent qu'il y en avait d'autres, peut-être beaucoup d'autres, dont les histoires se sont terminées de la même manière, mais n'ont jamais été complètement découvertes. Et qu'en est-il de Scott Schweikert, l'homme qui avait autrefois été le complice de Lorenzo? Il n'est pas resté silencieux. Pressé par la montagne de preuves et hanté par ce qu'il avait fait, Scott a aussi avoué. Il a admis qu'il avait aidé Lorenzo à commettre certains des crimes. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, il a accepté de témoigner au tribunal. Sa confession était brutale et douloureuse à entendre. Il a décrit comment il choisissait leurs victimes, comment il gagnait leur confiance, comment il les droguait, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se défendre. Certains ont été agressés sexuellement. Certains ont été tués. Le témoignage de Scott a complété les pièces manquantes d'un puzzle qui avait tourmenté les enquêteurs et les familles pendant des années. Ces mots ont confirmé l'horreur. En 2005, les accusations contre Steven Lorenzo étaient enfin officielles. Il était accusé de certains des crimes les plus horrifiants imaginables: meurtre, enlèvement et agression sexuelle. Pour les familles qui attendaient justice, c'était un signe d'espoir.
Après des années d'incertitude, de chagrin et de recherche désespérée de réponses, elles allaient enfin voir l'homme responsable affronter les conséquences de ses actes. Mais, comme elles allaient bientôt le découvrir, le chemin vers la justice n'allait pas être facile. En 2006, le procès de Lorenzo a commencé, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il attire l'attention nationale. Les crimes étaient si choquants, si macabres, que le public ne pouvait pas détourner le regard. Lorenzo était accusé d'avoir tué Jason Galehouse et Michael Wachholz, mais tout le monde savait qu'il y avait d'autres victimes. Des victimes dont les noms n'avaient pas encore été découverts. Le ministère public est venu préparer. Ils avaient des photographies, des preuves ADN et des témoignages de survivants qui peignaient un tableau si troublant qu'il semblait être un cauchemar. La salle d'audience était bondée, l'air chargé d'anticipation, alors que tout le monde attendait que la vérité se dévoile. Mais Stephen Lorenzo n'avait pas fini de jouer ses jeux tordus. Dans un mouvement qui a stupéfié tout le monde, il a choisi de se représenter lui-même au tribunal. Pas d'avocat, pas d'équipe juridique, juste lui. Cette décision n'était pas pour blanchir son nom, c'était pour prolonger l'affaire, retarder la justice à chaque instant. Le procès s'est étiré sur des années. Lorenzo discutait des moindres détails, perdait du temps avec des motions bizarres, et remettait même en question la pertinence de choses comme des cassettes sexuelles, faites maison trouvées chez lui. Pour les familles des victimes, chaque retard était comme une gifle. La douleur était encore fraîche, et chaque jour supplémentaire qu'ils devaient attendre pour obtenir une closure rendait cela plus difficile à supporter. Dans la salle d'audience, les familles assistaient à chaque moment du procès. Elles se forçaient à entendre chaque détail dévastateur de ce qui était arrivé à leurs fils, frères et amis. Elles ont appris comment leurs proches avaient été trompés, drogués et finalement arrachés à eux pour toujours. Pour beaucoup, c'était insupportable. Certaines pleuraient doucement à l'arrière, tenant des photos de leurs proches disparus, essayant de trouver un petit morceau de réconfort au milieu d'un chagrin écrasant. Le deuil était suffocant. Puis, en décembre 2022, près de 20 ans après que les crimes ont été commis, quelque chose a changé. Même Lorenzo a finalement cessé de nier la vérité. Dans un revirement choquant, il a plaidé coupable des meurtres de Jason Galehouse et Michael Wachholz. Il a admis ce qu'il avait fait, ne se cachant plus derrière des mensonges et des excuses. Et dans un moment qui a stupéfié tous ceux dans la salle d'audience, il a requis la peine de mort. Il a dit qu'il la méritait. Après tant d'années à nier ses crimes, à manipuler le système et à jouer des jeux, Lorenzo a enfin avoué. Mais même dans ce moment de confession, il n'a pas donné aux familles tout ce qu'elles espéraient. Il s'est encore retenu. Il n'a pas révélé toute l'ampleur de ses crimes, n'a pas confessé tous les meurtres, et n'a pas dit où pourraient se trouver les autres victimes. Les familles sont restées avec plus de questions que de réponses, et le closure qu'elles désiraient restait juste hors de portée. Le jury du comté de Hillsborough l'a reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, ainsi que d'enlèvement et d'agression sexuelle. Le poids du verdict a frappé fort. Il y avait du soulagement. Enfin, après toutes ces années, la justice avait été rendue. Mais c'était doux amer. La justice était partielle. Les familles des victimes savaient qu'il y avait encore d'autres victimes là-dehors. Encore des gens dont les proches étaient portés disparus. Encore des familles laissées dans l'ignorance. Le 25 février 2023, le juge Christopher Sibella a regardé Lorenzo droit dans les yeux et a porté le coup final. Il l'a condamné à mort. Un Italien à un autre. Ti condanno a morte. Cela se traduit par « Je vous condamne, monsieur Lorenzo, à la mort ». C'est la punition que vous méritez pour ces crimes horrifiants. Aujourd'hui, Stephen Lorenzo est sur le couloir de la mort, dans une prison de Floride. Son règne de terreur est terminé. Ses manipulations ont pris fin.
Et à ce jour, le corps de Jason Galehouse n'a jamais été retrouvé. Sa mère, à jamais hantée par l'inconnu, n'a qu'une chose à dire. La douleur de ne jamais avoir de closure est une blessure qui ne guérira jamais. Les questions sans réponse continuent de peser sur son cœur, le chagrin aggravé par le mystère de l'endroit où pourraient se trouver les restes de son fils. Maintenant, je veux entendre vos pensées à ce sujet. Pensez-vous que la justice a vraiment été rendue? Ou pensez-vous que Stephen Lorenzo mérite plus? Le système a-t-il fait assez? Ou y a-t-il plus qui aurait dû être fait? Partagez vos pensées ci-dessous. J'aimerais savoir ce que vous pensez. Si vous aimez la façon dont nous créons ces vidéos et que vous voulez aider à mettre en lumière plus d'affaires comme celle-ci, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de plongées en profondeur. Merci de regarder.